Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre dernier menu crowdfunding du mois de janvier 2023, ce qui veut dire qu'un mois est déjà passé en 2023, bordel que le temps passe vite, et plus je le dis, plus j'ai l'impression d'être vieux, de me sentir vieux. Mais bon, que voulez-vous ? Comme je vous l'avais déjà dit les 2 semaines précédentes, donc depuis la reprise du menu crowdfunding en 2023, janvier c'est le mois de la reprise et elle se fait sentir de plus en plus. Donc on a de plus en plus de projets qui arrivent chaque semaine sur Kickstarter. Cette semaine ils sont au nombre de 16 ou 17 si j'ai bien compté tout à l'heure. Donc on aura un menu de plus en plus long sur les semaines à venir, mais je vais essayer, je dis bien parce que je réussis jamais, de m'en tenir à moins de 90 minutes en général. Ça pourra tenir jusqu'à février-mars, mais à partir de ce moment-là, au début du printemps, il y a souvent beaucoup de projets en même temps, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on va faire le petit point comme d'habitude sur la chaîne, avec, à mon grand étonnement, un menu crowdfunding de la semaine dernière qui avait plus de 1000 vues, comme vous le voyez ici. C'est arrivé seulement 2 fois dans l'histoire de la chaîne, et je pensais pas que ça arriverait en janvier, comme ça, avec une semaine assez peu de campagne au final. Donc c'est plutôt bon signe. On espère que ça continue sur ce chemin, sur cette pente ascendante. Le menu crowdfunding est de plus en plus populaire, et ça fait plaisir. Pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent cette semaine sur la chaîne. On espère vous proposer une ou deux autres vidéos assez rapidement dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, on peut maintenant s'orienter vers le sondage de la semaine qui, comme d'habitude, est présent dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder pour aller voter pour les jeux de la semaine suivante. Donc bien évidemment, vous pourrez aller voter pour les jeux de la semaine du 31 janvier, du coup ce sera la dernière semaine de janvier, pour la semaine suivante. En gros, hein, je commence à me mélanger un petit peu les pinceaux, j'oublie le début de mes phrases tellement elles sont longues parfois, et sans avoir le talent de Proust pour autant. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on avait donc The Wilderness qui apparemment a été repoussé. En tout cas, je ne l'ai pas aperçu sur Kickstarter pour l'instant, donc certainement repoussé. Le reste, je crois que tout a été lancé. J'ai pas aperçu également Storm Dragons, donc on verra bien, mais en même temps, il n'était pas très attendu. Je crois que c'était le dernier du classement la dernière fois que j'ai regardé, donc bon, c'est pas très grave. Pour le reste, je crois que tout y est. Oui, tout y est. Et cette semaine, pour ma part, je vais voter pour Witchbound, et vous vous y attendiez peut-être si vous regardez le menu crowdfunding depuis longtemps, ou si vous aviez tout simplement suivi le menu crowdfunding spécial du 2 janvier dernier dans lequel je présentais les 25 projets que j'attendais le plus sur Kickstarter et GameFound pour la nouvelle année 2023. Witchbound y figurait en 25e ou 24e position si mes souvenirs sont bons. Donc évidemment je vote pour lui, même si c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui ont l'air assez intéressants. C'est vrai ceci dit que Batman Escape from Arkham Asylum figurait aussi dans mon top 25 ceci dit, mais je suis moins attiré par les licences DC Comics, Marvel etc. C'est pas vraiment mon univers, donc ça m'attire sans m'attirer véritablement. Il y avait également War Machine, le nouveau Manhattan Project qui fait son apparition aussi, qui est pas inintéressant, mais j'ai jamais joué à un Manhattan Project, donc je suis pas suffisamment hypé pour ça. La superbe couverture de Zoo Vadis n'aura pas suffi non plus à me convaincre, parce que pour l'instant, les Knizia que j'ai pu voir n'étaient pas spécialement fantasmagoriques. Après, apparemment, il reprend plus ou moins un classique qu'il avait sorti il y a quelques années avec une refonte graphique et puis des améliorations en termes de gameplay, donc pourquoi pas, mais a priori c'est pas pour moi. Donc, on vote pour Witchbound, et cette semaine, vous êtes combien à avoir voté 111 votes. Alors 111 votes, ça ne veut pas forcément dire 111 personnes qui ont voté, simplement vous pouvez voter pour différents projets lors de la même semaine, ça compte je crois pour 2 votes. Mais vous êtes aussi de plus en plus nombreux à voter semaine après semaine, et ça fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Donc sur ces 111 votes, comment serait parti le classement ? Hop, voilà comme ceci. Witchbound, première position, largement devant, d'ailleurs avec plus du double par rapport à la deuxième position, qui est Zoo Vadis. Witchbound, donc 26 voix. Zoo Vadis se trouve en deuxième quand même, je pensais pas qu'il serait aussi haut. Manhattan Project, je m'y attendais un peu plus. Batman, je suis surpris de le voir seulement en quatrième position. Je pense qu'on en parlera quand même dans les gros projets de la semaine, certainement avec Witchbound parce que vous l'avez sélectionné. Également peut-être avec Zoo Vadis, histoire de Manhattan Project, je sais pas encore si ce sera une mention honorable juste ou un gros projet de la semaine. Pour le reste, les autres projets seront donc traités dans les mentions honorables de la semaine. Et du coup, sans plus tarder, on est parti. On commence tout de suite par un projet que j'aurais pu zapper en réalité cette semaine, mais bon, il était dans le sondage de la semaine, donc du coup par acquis de conscience, je l'y inclus. Mais pourquoi j'aurais pu faire l'impasse sur celui-ci? Parce que, comme vous pouvez le voir ici, Back to the USS, ça veut bien dire ce que ça veut dire que Perdition's Mouth, Abyssal Rift, ne fera pas son apparition en Europe, en tout cas pas via cette campagne. C'est un jeu qui était déjà préalablement sorti en Europe,
également un petit peu aux États-Unis, mais avec très peu de copies disponibles. Et du coup, eh bien, il y a une nouvelle impression, une seconde édition pour le jeu, mais limitée aux États-Unis. Donc bon, si vous y êtes éventuellement, vous faites peut-être partie des très rares spectateurs de la chaîne en français, mais qui habitaient aux États-Unis, auquel cas c'est peut-être un projet pour vous, mais a priori ça devrait pas être le cas de grand monde sur la chaîne. C'est donc un RPG, dungeon crawler, etc. Relativement classique, d'ailleurs vous le voyez, hein, ça n'a pas tiré grand monde même aux États-Unis, hein, qui est pourtant le public cible de la grande majorité des campagnes sur Kickstarter en réalité. 42 contributeurs uniquement, mais quand même avec 6500 € d'engrangés, donc ils ont quand même sorti le portefeuille, ils ont mis la main à la poche assez méchamment, les 42 contributeurs. Bref, quoi qu'il en soit, je vais pas passer plus de temps que ça pour ce jeu-là, hein. Il n'y a pas grand-chose de spécial en termes de durée artistique, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose de spécial non plus en termes de gameplay. Je vois pas très bien ce qui le différencie de la multitude de dungeon crawlers préexistants, si ce n'est peut-être que c'est le seul à porter ce nom-là, voilà. On va donc rapidement checker quand même le pledge, il est à 139 $, c'est quand même assez chéro en plus de ça, pour un dungeon crawler qui n'a pas marqué l'histoire vraisemblablement, ni tellement le classement BGG ou la hotness list de BGG, donc a priori, bon, je suis pas sûr que ce soit hyper convaincant. Pour ce qui est de Perdition's Mouth, Abyssal Rift, mais en même temps, de toute façon, vous ne pourrez pas mettre la main dessus, à moins que vous ne viviez aux États-Unis. Le projet Cocorico de la semaine, il s'agit de Mage Noir, ou Mage Noir, comme on pourrait le prononcer en français après tout, puisque c'est un projet français, qui nous vient de Double Combo Games, dont c'est le 3e projet sur Kickstarter. Ils avaient déjà d'ailleurs préalablement sorti Mage Noir, et en fait cette campagne vous propose ici d'aller chercher de nouvelles extensions. On a 6 nouvelles extensions pour Mage Noir dans cette campagne, ainsi que de nouvelles langues à destination de différents publics qui n'auraient pas pu encore rencontrer le jeu. On a aussi des playmats et d'autres surprises à dévoiler tout au cours de la campagne. Mage Noir donc a fait plutôt une très belle campagne lors de sa première tentative. La première tentative pas tout extrait, puisqu'en fait elle avait annulé la première tentative, c'était en mars 2020 à l'époque, le projet avait été annulé, mais en revanche en 2021 lors de sa deuxième tentative, cette fois-ci ça avait été un très beau succès, avec vous le voyez 2600 contributeurs pour Mage Noir à l'époque. Voilà la campagne d'ailleurs, 2600 contributeurs, c'était un très beau succès pour un jeu qui fondamentalement est un jeu de confrontation avec de construction de deck, en gros, relativement classique, mais très bien illustré et qui a l'air de plutôt bien marcher si l'on s'en réfère uniquement aux, aux différents commentaires et aussi à la note globale que l'on peut voir sur BGG. Je crois que c'est un jeu qui tourne à 7.7, 7.8 sur BGG, donc même s'il n'y a pas beaucoup de notes sur le site en question, globalement ça reste un jeu qui, semble-t-il, a réussi a su convaincre ceux qui l'avaient backé lors de la première campagne. Ceci dit, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes, puisque si on le voit ici, 2600 contributeurs lors de la campagne d'origine, à la fin de la première semaine de cette nouvelle campagne que l'on est en train de voir maintenant, eh bien on voit que pour l'instant le nombre de contributeurs est à 656, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas extraordinaire et qui, j'ai l'impression, ne part pas sur les bases de la campagne précédente. Je doute que le projet atteigne les 2500 à terme. D'autant plus que c'est une campagne relativement courte, comme vous pouvez le voir, 10 jours avant la fin de la campagne. Je pense qu'on va plutôt aller chercher un truc de l'ordre des 1500, 1800, peut-être à la fin de la campagne. Ce qui reste tout à fait honorable, et je pense aussi que ça peut s'expliquer, non pas par un manque de qualité potentielle du jeu, mais parce qu'en fait le jeu peut-être d'origine se suffit à lui-même, même si c'est typiquement un jeu qui amène des extensions si ça marche. Et donc c'est le cas ici, on vous propose donc 6 nouvelles extensions, avec bien sûr de nouvelles petites mécaniques, avec un petit peu d'asymétrie supplémentaire j'imagine, via les différentes factions qui viennent s'ajouter au jeu. Pour rappel, c'est un jeu de confrontation à 2 joueurs, même s'il y a une extension de la première campagne qui vous permet aussi d'y jouer en solo. C'est pour des parties de 15 à 30 minutes, donc c'est très court, et c'est pour 14 ans et plus, même si je pense que honnêtement ça peut se jouer assez rapidement, beaucoup plus jeune que ça. On a donc du spellcrafting, pour rappel également, vous pourrez mêler différents sorts pour en faire un autre plus puissant encore, et on va se tataner la tronche l'un l'autre pendant des parties relativement courtes et énergiques du coup. Pour ce qui est des pledges de cette nouvelle campagne, c'est aussi bien évidemment l'occasion de mettre la main sur ce qui est préalablement sorti, c'est un peu une évidence mais c'est bon de le rappeler. Vous les voyez ici les pledges, on a un premier pledge à 10 € qui vient s'accompagner du Incredible Pack, donc c'est pas le jeu de base, c'est pas les extensions, c'est juste un petit pack supplémentaire que vous pouvez aussi ajouter en add-on d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est du jeu lui-même, pour ceux qui n'auraient pas backé lors de la première campagne,
fans qui ne connaissaient pas l'existence du jeu, même de Kickstarter à la limite, le jeu de base est disponible à 39 €. Donc c'est un jeu très très abordable, en même temps c'est un jeu qui contient uniquement des cartes, donc c'est relativement logique. Donc 39 $, oui 39 € également, pour le jeu de base. Ensuite, si vous prenez le jeu plus les 2 premières extensions de la première campagne, donc c'est 65 €. Donc oui, vous allez peut-être vous dire, à raison, je pense, que les extensions sont chères, et en même temps c'est un petit peu le principe de ce genre de jeu. La boîte de base est relativement accessible, et après on sort des extensions pour amortir les investissements d'un jeu au demeurant assez accessible pour ce qui est de la boîte de base, et on essaie de faire un peu d'argent sur les extensions. C'est un modèle économique relativement vu, revu et assez compréhensible, même si ça finit par piquer assez rapidement. Vous le voyez d'ailleurs ici avec les extensions, toutes les nouvelles extensions de cette campagne actuelle, ça fait 79 € contre 90 une fois que le jeu atteindra les boutiques. Donc 79 € pour 6 extensions que vous avez entreaperçues quand je déroulais la page un peu plus haut. Ensuite, vous avez aussi l'opportunité de prendre la totale, à savoir le jeu de base plus les extensions préalablement sorties, et ainsi que les nouvelles extensions. Ça fait au total 150 €. C'est quand même un petit peu cher maintenant, mais si on est fan de l'univers et si on est persuadé que le gameplay est bon, après tout, pourquoi pas, ça fait quand même beaucoup de matos et beaucoup de rejouabilité également. On a ensuite un gros all-in avec toutes les extensions ainsi que un playmat customisé que vous voyez ici, et puis également, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, toutes les sleeves, et puis une big box qui peut contenir l'ensemble du jeu, le tout pour 199 €. Et puis ensuite il y a un vrai full all-in, parce que bon, il y a plusieurs all-in en réalité. Le full all-in est par contre très cher, 399 €. Là par contre ça commence à piquer assez méchamment, mais on aura avec des cartes avec du foil, notamment une espèce de surbrillance sur certaines cartes notamment, etc. Donc voilà, ça peut monter assez rapidement, assez cher, mais on peut commencer aussi un peu plus frileusement, un peu plus avec mesure, disons, en baquant le jeu de base à 39 €, plus une ou des extensions par-ci par-là. D'autant plus que, je vous le rappelle, vous pouvez jouer en solo, voire même en coop, si vous prenez l'extension ici, The Lone Mage. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, on va essayer de retrouver tout ça rapidement, même si au passage, je vous montre quelques-uns des artworks, quelques-unes des illustrations qui composent le jeu et qui sont vraiment très classe. C'est un jeu qui présente très bien. Alors, disais-je, le shipping. Pour ce qui est du Canada, on va aller de 21 à 90 $, ça fait une assez grosse fourchette si vous passez du jeu de base au full all-in avec toutes les extensions, plus le playmat, plus les sleeves, etc. Ensuite, en Europe, pour ce qui est de la France, mais également de la Belgique ou encore du Luxembourg et de Monaco, c'est entre 15 et 35 €. Beaucoup plus abordable en termes de frais de port que ça ne l'est pour le Canada, mais le Canada, on a constaté récemment que les frais de port étaient assez pétés en fait au Canada souvent. Ensuite, pour la Suisse, c'est un peu plus cher comme vous le voyez ici, de 24 à 49 € de frais de port. Et pour nous qui sommes au Japon, par curiosité, ça va être entre 26 et 69 frais de port, enfin euros de frais de port, pardon. Et ma foi, c'est à peu près tout, la TVA incluse dans le prix également, donc ça aussi c'est plutôt bon à prendre, c'est plutôt bon à savoir, vous n'aurez pas de petits billets à ajouter dans un potentiel Pledge Manager. Voilà pour ce qui est de Mage Noir ou Mage Noir en français. Pour l'instant, 656 contributeurs, près de 92 000 € d'engrangés en l'état. On en reparle assez rapidement dans le suivi, le suivi du menu crowdfunding, pardon, je bafouille. Voilà un projet assez intriguant, assez intéressant. Il s'agit de Roll for Great Old Ones, a roll and write game. Donc c'est un jeu de roll and write dans l'univers de Lovecraft, avec Cthulhu et compagnie bien évidemment, mais en coopératif. Et j'avoue que bon, je ne suis pas un expert du roll and write bien évidemment, même si on en a quelques-uns, Xavier et moi, mais je connais pas des masses de roll and write en coopératif. Du coup, c'est relativement intéressant, et en plus, ça nous place dans un univers Lovecraftien, mais avec des illustrations très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'univers. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, et pour des parties de 60 à 90 minutes, et qui plus est, ça a ce petit aspect campagne, j'ai dit aspect campagne, puisque vous aurez différents scénarios que vous pourrez aller parcourir avec votre groupe de joueurs pour espérer l'emporter au final face aux cultistes et à Cthulhu bien évidemment. Pour l'instant, ça a attiré près de 680 contributeurs, 14 000 € d'enrangés, donc on est déjà financé, donc pas de problème de ce niveau-là. Et puis 11 jours avant la fin de la campagne, c'est le 3e projet de Hodari Spiel, donc un projet allemand, juste par curiosité parce que je ne connais pas, ou en tout cas j'ai oublié de qui il s'agit. Wutaki Chaos Finale Erweiterung, non, je connais pas. C'était des campagnes assez
confidentiels pour le coup, qui sont passés assez inaperçus, donc c'est aussi une raison pour laquelle je connaissais pas l'éditeur en question. Mais apparemment, ce jeu-là se fait un peu plus remarquer, puisque en quelques jours à peine, il a déjà dépassé les précédentes campagnes de l'éditeur. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un jeu en roll and write dans un univers de Lovecraft avec différents scénarios que vous pouvez entrevoir ici. Vous pouvez aussi le backer en print and play à 10€ comme vous le voyez ici, mais vous pouvez aussi backer avec la boîte en version donc physique pour 25€, ce qui reste relativement abordable, d'autant plus que ça s'accompagne de tout le contenu à venir du jeu. C'est un jeu qu'il compte enrichir à l'avenir également, et apparemment le contenu à l'avenir sera fourni, certainement du coup en PDF j'imagine, en plus de la version physique si vous prenez ce pledge là. Ceci dit, c'est la même chose pour le print and play également. Par contre, le print and play est un peu chéro. 10€ pour un print and play, ça pique un peu. Généralement, c'est plutôt du 5. Quoi qu'il en soit, je le disais tout à l'heure, c'est jouable jusqu'à 4 en coopération. On va donc jeter des dés, on va tous contrôler bien évidemment un petit personnage de l'univers de Lovecraft qui aura un petit peu d'asymétrie aussi. Hein. Chaque personnage aura sa propre ability que vous voyez ici, donc sa propre compétence qui en fait un personnage un petit peu différent des autres. Donc il y aura certaines situations, certaines configurations où il vaudra mieux utiliser la compétence d'un personnage plutôt qu'un autre, excusez-moi. Et regardez bien, les fiches de personnages sont quand même assez complexes. Alors j'ai pas regardé dans le détail, je ne sais pas à quel point ça peut être de l'esbrouf dans le sens où on a l'impression que c'est super compliqué, alors c'est pas du tout le cas en réalité, mais j'ai quand même l'impression qu'en termes de roll and write, ça se place relativement haut en termes de complexité si je m'en réfère uniquement à l'aspect visuel d'une fiche de personnage. Et puis également à toutes les indications qui nous sont présentées ici pour cette page. Ensuite, les actions aussi, hein, les actions que vous pourrez faire avec vos investigateurs, donc retrouver votre esprit en gros, hein, vous reposer, attaquer des cultistes, appliquer une action spéciale, ensuite Healing Hands pour, j'imagine, soigner un autre investigateur, voici bien ça, et puis également chercher des indices pour progresser dans le scénario que vous êtes en train d'explorer. Justement, en parlant de scénario, il y en aura donc 4 pour l'instant, plus ceux à venir, j'imagine. En l'état, on aura The Eternal Ritual, on aura aussi Relier the Sunken City, donc la zone de villégiature de notre cher Cthulhu, The Madness of Dagon, et puis Hastur's Yellow Sign, sachant que vous pouvez voir ici avec les petits points en gras, chacun des scénarios vous proposera d'aller aborder des facettes différentes du jeu. Par exemple, le scénario numéro 1 vous permettra de prendre en main progressivement les mécanismes du jeu, commencer à fighter un petit peu des cultistes, etc. Mais quand on arrivera par exemple au 4ème, il y aura un peu plus de complexité, on aura du sacrifice de cultistes qui viendront un petit peu se jeter à votre tronche en se suicidant, etc. Et ça. Bref, il y aura quelques petits ajouts de complexité, de mécanismes supplémentaires selon le scénario que vous abordez. Et donc il y aura certainement d'autres scénarios qui viendront s'ajouter au jeu à l'avenir. Pour ce qui est des pledges, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est donc 10€ pour la version print and play et 25€ pour la version physique. Et pour ce qui est du shipping, eh bien vous le voyez, ça dépend de la zone où vous êtes, bien évidemment, comme d'habitude. Pour ce qui est de la Belgique, ou encore de la France, du Luxembourg, de Monaco, par exemple, et puis tout le reste, hein, je vous laisse regarder un petit peu la liste, ce sera 9€. Ensuite, y a-t-il de la francophonie dans cette deuxième zone? Oui, il y a le Maroc par exemple, qui pourrait potentiellement être concerné, comme l'Algérie aussi, auquel cas ce serait 10€, c'est pas très différent, et nous 12€ au Japon, mais également au Canada avec un K, parce que après tout, pourquoi pas. Voilà pour ce qui est donc de Roll for Great Old Ones dans l'univers de Cthulhu, de Lovecraft, mais en roll and ride coopératif en campagne. Pas inintéressant sur le papier, mais je suis quand même pas du tout séduit par la direction artistique, dirais-je. 672 contributeurs, 14 000€ d'engagés, 11 jours avant la fin de la campagne. Finalement, il fait bien son apparition dans les mentions honorables de la semaine et non pas dans les gros projets de la semaine, c'est Manhattan Project War Machine, parce que je suis un tout petit peu déçu. Alors, pas parce que le jeu a l'air mauvais, c'est pas le cas, ça a l'air d'être un jeu assez sympa d'ailleurs au demeurant, qui plus est relativement court, mais en fait, pour le peu que j'en connais de la réputation des Manhattan Project, qui est donc une série de jeux, je crois qu'il y en a déjà 4 ou 5 à l'heure actuelle, j'avais dans l'idée que c'était des jeux plutôt experts, plutôt lourds, et je m'attendais du coup à un jeu un peu dans cette lignée-là, sauf que War Machine est un jeu plutôt... sans être un jeu familial, hein, bien évidemment, c'est plutôt un jeu médium, plutôt assez simple, et très très court qui plus est, vous le voyez, 45 minutes la partie pour War Machine, donc c'est un jeu vraiment très court, pour 1 à 4 joueurs, avec donc un mode solo, 540 contributeurs uniquement, j'ai envie de dire, pour une série quand même très populaire,
Je suis assez étonné que ça attire aussi peu de monde, peut-être parce que justement, les gens attendaient plus de complexité, je sais pas. 24 000 € d'engrangés, donc c'est financé quoi qu'il arrive, et il reste 18 jours avant la fin de la campagne. C'est un projet qui nous vient de Grail Games, qui, comment dirais-je, originellement n'est pas l'éditeur de la série des Manhattan Project. C'est son deuxième Manhattan Project, si je me souviens bien, mais il y en avait 3 préalablement chez un autre éditeur, qui avait un peu forgé la réputation de cette série comme étant des jeux relativement experts, on va dire, relativement longs, entre 1h30, 2h, quoi, en gros, et celui-ci, c'est plutôt du 45 minutes. C'est un jeu de placement d'ouvriers, sauf que les ouvriers sont des dés, donc bien évidemment, il y aura du lancer de dés, et selon les phases que vous allez recevoir, eh bien, vous allez désigner les actions que vous voudrez effectuer en les plaçant sur tel ou tel emplacement du plateau central, le tout pour 35 $ uniquement. Donc on est sur un jeu qui, fort probablement, sera un petit peu la meilleure porte d'entrée possible pour la série Manhattan Project, dans le sens où ce sera le moins complexe, le moins cher peut-être aussi, et puis le moins long également. Donc après tout, pourquoi pas pour une entrée de gamme. C'est un petit peu dommage que ça arrive en termes d'épisodes en 5e ou 6e place du coup, ça aurait dû être le premier. Mais après tout, pourquoi pas, ça peut être une idée, et en plus, comme vous le voyez ici, il y aura une version francophone pour War Machine. C'est donc pour 2 à 4 joueurs, mais il y aura un mode solo apparemment, 45 minutes, 14 ans et plus. C'est un placement de dés, des dés qui remplacent les ouvriers, avec également tout un tas de missions que l'on pourra chercher à aller accomplir pour gagner plus de points de victoire. On aura aussi des cartes qu'on pourra ajouter sur son propre plateau pour développer notre industrie, puisque comme vous le titre l'aura indiqué, vous l'aurez certainement déjà compris, War Machine, eh bien c'est une thématique très guerrière, ou plutôt en préparation de guerre en réalité, puisque vous allez, eh bien, chercher à vous produire un arsenal guerrier à l'orée de la guerre en vérité. La guerre n'a pas encore été enclenchée, n'a pas encore été déclenchée, mais vous préparez la guerre. Civis pacem parabellum, comme on dit, en latin. Vieux souvenir du collège. Ensuite, pour ce qui est du contenu, vous voyez un petit peu ce à quoi ça peut ressembler, hein. On a un tout petit peu d'asymétrie potentielle, j'ai pas checké pour le coup, donc je vous laisse regarder par vous-même, c'est pas du tout garanti, mais les plateaux pour chacun des joueurs sont un petit peu différents, donc peut-être un brin d'asymétrie, mais j'en doute, honnêtement, je suis même pas sûr. Ensuite, tout un tas de tuiles pour l'industrie, le commerce, le gouvernement, etc. que vous pourrez aller flipper, donc retourner sur votre plateau personnel ici pour eh bien justement lancer votre moteur de production de ressources, comment dirais-je, d'armement en gros, hein, tout simplement, thématiquement. Et ensuite, on a aussi un pledge retail à 100 $, mais ça concerne uniquement ceux qui gèrent des boutiques. Le group pledge éventuellement pour 6 copies du jeu à 200 $, donc ça va vous faire une petite ristourne à l'unité, et ça permet aussi de payer un petit peu moins cher au niveau des frais de port. Pour ce qui est de tester le jeu, vous pourriez également le faire sur Tabletopia, mais également sur Tabletop Simulator. Je ne sais pas si le module est disponible en français, ceci dit, c'est certainement uniquement en anglais, mais bon, pour ceux qui ont des notions, ça a pas l'air d'être un jeu très complexe, vous avez pu entrevoir qu'il y a assez peu de texte, et quand il y en a, c'est plutôt du lore que véritablement du vocabulaire nécessaire au jeu. Il y en a un petit peu bien évidemment, mais ça va être un jeu relativement accessible en termes de langue. Ensuite, les frais de port, à moins qu'il y ait une vidéo en français, j'ai pas cru voir de vidéo en français ici. Donc on va voir directement les frais de port, ils sont ici. Canada 15 ou 40 en fonction du pledge, hein, c'est-à-dire que si vous prenez le pledge pour vous-même 15 $, si vous prenez un groupe pledge c'est 40, mais à diviser en 6 personnes, donc au final c'est un petit peu moins cher. Ensuite pour l'Europe, Belgique, France, Luxembourg 13, 28. Ensuite la Suisse est à 18 ou 45. Ça reste abordable pour une copie, hein. Et puis pour chez nous au Japon, par curiosité, 45 € de frais de port pour une copie, 175 pour 6 copies. Autrement dit, le jeu est plus cher en termes de frais de port que en termes de frais de jeu lui-même pour le Japon. Donc c'est vraiment pas un projet pour nous. Donc merci Grail Games, on n'a pas besoin d'hésiter 2 minutes sur ce projet, nous qui sommes au Japon. Bon, au demeurant, j'aurais pas backé War Machine, parce que c'est pas un projet qui m'intéresse suffisamment, même si je trouve pas dénué d'intérêt, mais je suis pas en général très attiré par les jeux de placement d'ouvriers avec des dés. Le placement d'ouvriers en tant que tel, j'adore, c'est certainement un de mes 2-3 mécanismes favoris. Par contre, avec des dés, je suis un petit peu moins fan, ce qui est un petit peu con, parce qu'au demeurant, c'est pas très différent hein, en soi. J'ai d'ailleurs adoré l'expérience que j'ai pu avoir le mois dernier sur Encyclopédia, mais c'est pas un truc qui m'attire au demeurant. Voilà pour Manhattan Project War Machine, 18 jours avant la fin de la campagne, 540 contributeurs seulement, mais bon, le projet est financé avec près de 25 000 €.
Wise Wizard Games est de retour avec encore une nouvelle itération de l'univers des Realms, donc après Star Realms et Hero Realms, revoici d'ailleurs Hero Realms avec une nouvelle extension intitulée Dungeons, donc pour encore plus de deck building dans tous les sens. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en parler très longuement, ça reste plus de la même chose, avec bien sûr un petit peu de nouveauté au niveau de certains petits mécanismes qui viennent entrer en cours de jeu, etc. Mais au final, ça reste encore plus de deck building dans l'univers de Hero Realms, même si ça reprendra aussi en parallèle un petit peu certains mécanismes qu'on a pu voir dans Star Realms, etc. Bref, c'est un petit peu toujours la même recette, mais ça marche très très bien, c'est très efficace. 420 000 € d'engrangés, près de 3000 contributeurs déjà, 20 jours avant la fin de la campagne, et vous le voyez, on aura donc 80 nouvelles cartes de marché, ensuite on aura aussi 6 nouvelles cartes de personnages jouables, et puis on aura aussi une campagne en donjon pour 1 à 5 joueurs, avec plus de 12 rencontres apparemment toutes nouvelles. Donc on a aussi un pack avec une exclusivité aussi via la campagne, puisque la nécromancienne sera apparemment exclusive à KS. Ensuite, pour ce qui est des différents paliers que l'on peut aller backer durant cette campagne, je vais essayer de vous retrouver ça assez rapidement, pendant que vous pouvez aussi avoir quelques petits aperçus des nouvelles cartes que peut proposer le jeu, notamment au niveau des guildes, des necros, etc. etc. Alors, essayons de trouver un petit peu, là c'est les encounters, justement les rencontres dans les donjons. Si vous jouez en mode campagne, vous pourrez par exemple rencontrer ce Enraged Troll Master par exemple, qui aura 30 points de vie par joueur adverse apparemment, et qui aura différentes actions jouables. Ensuite, on arrive aux différents tiers, donc aux différents niveaux de pledge, mais je ne vois pas de prix affiché pour l'instant. J'espère qu'il y a un petit récapitulatif plus bas. Quoi qu'il en soit, je parlais tout à l'heure d'exclusivité Kickstarter. Pour la nécromancienne, c'est stipulé ici avec ce petit macaron. C'est la seule opportunité apparemment que vous aurez de recevoir la nécromancienne, même si j'imagine que certaines boutiques l'auront aussi, et du coup vous pourrez peut-être l'obtenir ainsi également. Essayons de trouver décidément les petits niveaux de pledge. J'y arrive pas, donc on va passer directement à droite, je pense, ça ira plus vite. Alors donc on a le Pledge Manager Tier, donc pour accéder au Pledge Manager c'est déjà 30 $, donc il faut déjà être vraiment sûr qu'on veut se joindre à cette campagne pour ne serait-ce qu'entrer dans le Pledge Manager, parce que 28 € pour entrer au Pledge Manager c'est quand même très 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 cher, en général c'est plutôt entre 1 et 5 €. Ensuite, à 59 $, donc soit 55 €, on a le Dungeon Tier qui vous permettra de mettre la main sur donc Hero Realms Dungeon. Ensuite, 99 $, donc 92 €, le Adventure Tier pour Hero Realms Dungeon, plus les packs additionnels en option, donc pour le Bard, le Druide, le Moine, et puis la Nécromancienne exclusive à Kickstarter, donc pour encore plus de personnages jouables et plus de rejouabilité. Ensuite, 299 $, on a le Hero Realms All-In Tier pour donc l'essentiel de ce qui est sorti précédemment sur l'univers de Hero Realms, donc il y a beaucoup de matos comme vous le voyez ici. On a même un autre pledge, mais c'est pour les retailers, donc c'est pour les boutiques, et ma foi, c'est à peu près tout. On a aussi tout le reste en add-on, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici, hein, des petits packs par-ci par-là à 25, 49, 35, etc. pour aller panacher le tout d'encore plus de personnages que vous auriez manqué au préalable, ou que vous voudriez ajouter pour une raison ou pour une autre. Ma foi, c'est à peu près tout. Vous pouvez aussi, je l'avais oublié, backer pour des sleeves à l'effigie du jeu, c'est toujours plus sympa. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer aux frais de port. Alors les frais de port sont ici, pour le Canada 25 à 35 $ de frais de port, bon ça reste à peu près abordable. Pour l'Union Européenne 19 à 39, donc la fourchette est un petit peu plus large, ça dépend peut-être des pays j'imagine. La Suisse est à 39,59, ça commence à piquer un petit peu plus déjà, et pour nous qui sommes dans le Rest of Asia ce serait 25,45 également. Pour ce qui est de la TVA, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager aussi, donc tenez-le vous pour dit, il faudra dépenser un petit billet supplémentaire pour pouvoir recevoir le jeu. Un jeu qui devrait d'ailleurs être livré courant février 2024, donc d'ici un an, peut-être un petit peu plus, s'il y a un peu de retard potentiel. Voilà donc pour Hero Realms qui fait un assez joli résultat comme prévu, comme c'était vraiment prévisible, hein, bien évidemment, toujours avec les Hero Realms, les Star Realms, etc. On sait que ce sont des jeux très populaires, et après on peut aussi se dire qu'on peut aussi tout à fait attendre la sortie en boutique, parce qu'il arrivera en boutique quoi qu'il arrive, mais ce serait peut-être se passer de la nécromancienne que vous voyez ici, même si je doute qu'on ait beaucoup de difficultés à la retrouver par la suite d'une manière ou d'une autre. Voilà pour Hero Realms Dungeons.
Projet suivant, Vezels numéro 4. C'est le troisième Vezels que je traite depuis l'apparition du menu crowdfunding sur YouTube. Du coup, j'ai l'impression qu'ils en sortent environ un ou deux par an. Ce sont des puzzles, mais des puzzles qui expriment leur plein potentiel une fois qu'ils ont été complétés. Donc des puzzles de 1000 pièces, et une fois que vous aurez terminé le puzzle en question, il y aura plein de petites énigmes. Vous aurez des petites enveloppes à l'intérieur pour justement vous poser plein de questions. Vous devrez trouver tel ou tel personnage, tel ou tel événement, etc. etc. Donc c'est pour 8 ans et plus, c'est très familial bien évidemment, pour jouer en solo ou à plein d'ailleurs, hein, c'est très familial, c'est très, comment dirais-je, facilement exportable à un groupe un peu plus conséquent. Il y a bien sûr pas d'écran, hein, je vous traduis juste ce qui est écrit ici, et ce sont des heures de fun apparemment. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du pledge, je crois que vous pouvez aussi aller choper les anciens Vezels, donc ici Neverland, donc Peter Pan, ensuite Mysterious Museum, c'était un peu plus tôt encore, et puis le premier c'était The Cozy Cinema, alors que j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus riches en termes de contenu, parce que là c'était quand même assez facile de distinguer tel ou tel personnage, etc. dans ce puzzle là. Par contre quand on arrive effectivement à celui-ci, c'est un peu plus complexe, et là par contre il y a quand même beaucoup de choses aussi. Mais bon, ça peut être assez fun à faire en famille, et comme vous le voyez, il n'y a pas de texte bien évidemment sur le puzzle, enfin, parfois ça peut éventuellement arriver sur certains petits morceaux comme ici, par exemple No Cats, voilà, mais au-delà de ça, c'est très familial, et si vous pouvez être en mesure de comprendre le contenu des enveloppes et des indices en tant que vous, adulte, vous pourrez les traduire ensuite à vos enfants, et ça vous fait une activité assez sympatoche. Après, faut apprécier la direction artistique, c'est pas forcément un truc qui m'attire personnellement, je trouve qu'il y a des... Comment dirais-je, il y a des styles artistiques qui conviennent mieux à ce genre d'univers-là que ce qui est utilisé ici pour les différents Vezels sortis jusqu'à présent, mais ça a son charme malgré tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? 100 heures Ah oui, c'est pour créer, d'accord, pour créer le puzzle en question, pas pour résoudre toutes les énigmes qui l'accompagnent, pardon. Alors, un puzzle, c'est donc 35$ australiens, et en dollars, ça fait quoi? 23$ américains, donc environ une vingtaine d'euros environ pour le puzzle. Ensuite, si vous voulez en prendre 2, ce sera 47$ américains, 3 ça fait 70$, et 4 ça fait 94. Il y en a même un cinquième apparemment. Ah, il y en avait plus que ça, d'accord. Le cinquième, c'est quoi du coup? Donc il y en a le 3, le 2, le 1, le 4 ici. Donc il y en avait un au préalable qui devait être le 0, j'imagine, mais qui est pas en add-on apparemment, ce qui est assez étrange. Quoi qu'il en soit, c'est disponible pour 117$ pour les 5 puzzles. Bon, c'est relativement intéressant, je trouve que c'est pas spécialement très cher, mais par contre il y aura les frais de port par derrière qui sont un peu plus méchants. On a aussi un all-in pour éventuellement avoir des mini-puzzles à 150 pièces dans des sortes de petites fioles également. Pourquoi pas. Ensuite, en add-on, on a donc les fioles en question. Ensuite, bah, c'est à peu près tout, je crois. Du coup, pour les frais de port, eh bien, c'est du flat rate, comme vous pouvez le voir ici. Autrement dit, peu importe la région dans laquelle vous vivez à travers le globe, ce sera la même chose, donc la même somme à dépenser pour les frais de port. Et c'est par puzzle. Donc un puzzle 5$, deux puzzles 10$, et ainsi de suite. Donc ça peut monter assez rapidement, de ce point de vue là c'est peut-être un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un échelonnage aussi, mais ils ont déjà pris une partie des frais de port sur eux-mêmes, sur les... Comment dirais-je, sur les j'arrive pas à sortir le mot, alors que c'est pas un mot très compliqué pourtant, hein, sur leurs émoluments, disons, les bénéfices qu'ils sauront en tirer. Donc du coup, on part sur des frais de port assez bas malgré tout, donc ça peut se comprendre. Ensuite, est-ce qu'on aura la TVA incluse? Oui, la TVA est déjà incluse pour les zones que vous voyez ici, y compris l'Europe, et le Canada aussi d'ailleurs, donc c'est plutôt bon à savoir également. Voilà donc pour le nouveau Vezels, le 4e Vezel. J'espère qu'on se retrouvera dans 6-7 mois pour un 5e peut-être. Je suis pas très amateur de puzzle, mais après tout je trouve la proposition assez sympa, et ça fait une activité familiale assez cool. Voilà donc pour le numéro 4, 719 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne et 34 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé. Le nouveau projet de Game Brewer qui en fait 3-4 campagnes par an. On n'est pas sur du Queen Games, hein, on n'est pas sur 20 campagnes par an, mais quand même, malgré tout, Game Brewer nous propose facilement 3, 4, 5 campagnes par an, et c'est leur première de 2023. Il s'agit de Trolls and Princesses. C'est toujours un petit peu compliqué avec Game Brewer dans le sens où à chaque campagne je me dis est-ce que ça y est ils vont réussir à renclencher la machine, parce qu'ils avaient fait des bons résultats lors de certaines campagnes un peu plus tôt, mais ça fait quand même 2-3
3 ans que ça marche pas des masses quand même pour Game Brewer. On se souvient notamment au début de jeux comme Gugong qui avait fait près de 5000 contributeurs, ou même Fujikolo 2500, Gugong avec Panjun avec 4100 contributeurs, pardon, excusez-moi, même Paris avec 2000 contributeurs. Et puis ça a commencé à partir de... même déjà Raw Bender c'était comment dirais-je, un petit peu un signe avant-coureur, même si derrière il y avait Stroganov et Hippocrate qui avaient des bons résultats, mais depuis ça s'est un petit peu cassé la tronche quand même, avec Delta, mais également avec un autre jeu dont j'ai oublié le titre, qui était également de Kramer et Kisling, mais du côté de GameFound, qui n'avait pas marché du tout non plus sur les émotions humaines. Delta, alors que pourtant il avait l'air très sympa, et que visuellement il vendait plutôt du rêve, hein, c'était vraiment plus très classe, avec un petit peu de steampunk là-dedans qui m'attirait pas mal, ça avait fait quand même que 800 contributeurs. Et là, du coup, il se lance avec Trolls and Princesses dans cette nouvelle année 2023, et pour l'instant, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça devrait faire quand même un petit peu plus que Delta. On est sur un jeu qui plus est illustré par Edu Vals, que vous avez récemment vu, notamment sur le jeu de photographie que j'ai pourtant backé et dont j'ai pourtant perdu le titre. Comment ça s'appelait Wood, Redwood, voilà, Redwood. Donc très très belles illustrations de Edu Vals, avec Pim Thunborg à la conception, par contre je connais pas l'auteur. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est du 12 ans et plus, et c'est pour des parties relativement longues, de 90 à 120 minutes. Pour autant, ce n'est pas un jeu expert à proprement parler, c'est un jeu qui répond à cette fameuse phrase qui est désormais connue de tous les ludistes, même s'ils ne sont pas très anglophones, à savoir le easy to learn, hard to master. Donc un jeu facile à prendre en main, accessible, mais qui nécessite pas mal d'expérience, de parties enchaînées pour pouvoir véritablement le maîtriser. Apparemment, c'est ce que propose Trolls and Princesses ici. Alors que je viens de m'évertuer à dire ça avec un bon accent anglais, je me rappelle évidemment que Game Brewer propose tous ces jeux également en version francophone, donc tenez-le vous pour dire également, même si je pense que vous connaissez désormais Game Brewer depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est un éditeur qui propose aussi ses campagnes en français pour la simple et bonne raison qu'ils viennent de Belgique, donc ils sont aussi francophones. C'est un jeu fondamentalement d'ouvriers, de pose d'ouvriers, avec également de la gestion de ressources et différents points, différents systèmes pour aller obtenir des points. En gros, vous allez incarner des trolls. Oui, je vois que d'ailleurs Edu Vals, c'était aussi lui qui était au pinceau pour Bitoku au passage. Donc c'était, je disais donc, des trolls qui vont chercher à vivre leur vie, en fait, simplement à capturer des princesses, à voler des vaches pour pouvoir les bouffer, et tout un tas d'autres choses pour aller engranger des points, avec des meeples, certes assez charmants, même si ils nous disent que les meeples, vous avez jamais vu des meeples aussi beaux. Si, j'aime pas quand on dit vous avez jamais vu quelque chose d'aussi, plus un adjectif, ça me titille, j'ai envie de dire si, j'ai déjà vu plus beau. Mais bon, ça c'est mon côté un petit peu maniaque. Quoi qu'il en soit, vous avez comme souvent avec Game Brewer 2 éditions, une édition standard qui arrivera ensuite en boutique, et donc c'est pas forcément très intéressant de la backer sur Kickstarter, même si, comme vous le voyez ici, sur Kickstarter, elle coûte 55 euros contre 65 en boutique, mais les frais de port viennent contrebalancer tout ça, ça fait finalement un jeu plus cher que dans le commerce au final, parce qu'il y a les frais de port. Ensuite, vous avez l'édition Big Nose, donc l'édition Deluxe, en gros, qui sera uniquement disponible via Kickstarter, et là, pour le coup, c'est un peu plus intéressant. 75 euros contre 100 euros si le jeu atteint un jour les boutiques, mais a priori, ça ne devrait pas être le cas, puisqu'ici, on nous dit « Only available on Kickstarter », donc autrement dit, le jeu ne devrait pas voir, dans sa version Deluxe, le jour en boutique. Mais bon, il y a toujours peut-être moyen de contourner via des retailer pledge, par exemple. Ensuite, donc, essayons de trouver un petit peu plus d'informations sur notamment les frais de port, mais d'abord je vous laisse un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner, le placement d'ouvriers dans les différentes zones du village, les différentes cartes que vous pourrez mettre en œuvre, enfin appliquer pour faire certaines actions, les différentes actions de mine que vous pourrez utiliser, donc justement aller miner, construire des avant-postes, construire des nouvelles mines au sein de certaines grottes par exemple, aller augmenter vos pouvoirs de troll, prendre une carte de troll qui vous permettra de bénéficier de certains effets particuliers, des points de victoire, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut activer des tuiles du roi des trolls, justement. Les actions du village pour donc capturer des princesses, ou capturer, enfin pas capturer, mais voler des vaches pour pouvoir les bouffer, parce que certaines actions videront un petit peu votre énergie, et donc il faut bien qu'ils bouffent, et ils sont pas végétariens. Vous pourrez aussi même engager des êtres humains pour aller travailler dans la mine pour vous. Donc bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi voler et cacher des cloches d'église, parce qu'apparemment ils aiment pas ça, etc., etc.
Tout ça, vous pouvez le tester sur Tabletopia dès maintenant pour vous faire un avis sur le jeu et voir éventuellement s'il pourrait vous intéresser. Vous avez ici un petit descriptif des différences entre les deux éditions, donc la Deluxe et l'édition standard, disons, ou l'édition boutique. En rouge, c'est la Deluxe, en bleu, c'est la non-Deluxe, donc la standard. Et vous voyez que globalement, c'est le même matos, sauf qu'il est un petit peu plus quali dans sa version deluxifiée. Par exemple, l'épaisseur du plateau central, notamment. Est-ce qu'il y a le linen finish, donc la finition en quadrillage, vous savez, sur les cartes ou sur les plateaux, par exemple, ou pas. Est-ce que les plateaux de faction sont, comment dirais-je, avec un aspect un peu personnalisé pour chacune des factions, ou est-ce qu'ils sont exactement le même pour chaque faction, par exemple, etc. Est-ce que les meeples ont du screen print ou pas de screen print, etc. etc. Bref, c'est relativement classique. Et au final, j'ai envie de dire, bon, la Deluxe est pas extraordinairement plus riche, plus fournie que ne l'est l'édition de base, si ce n'est peut-être au niveau des cloches et des princesses qui auront leur meeple ou leurs petits, comment dirais-je, éléments en bois, plutôt qu'en carton dans le jeu standard. Bon, ça, d'accord. Même chose d'ailleurs pour les vaches, hein, d'ailleurs. Mais pour le reste, bon, je trouve pas ça extraordinairement différent. Les petites pierres d'obsidienne, par exemple, il y en aura juste 2 fois plus, alors que dans la version de base, il y aura juste des petits multiplicateurs par 2 en carton, et donc moins de pièces d'obsidienne. Même chose pour les lingots d'or, pardon, ou pour les diamants, par exemple. Mais au demeurant, c'est pas des si grosses différences que ça, j'ai envie de dire. Ensuite, en add-on, on pourra aussi prendre du rangement supplémentaire pour 20 €. Mais bon, j'adore les rangements comme ça, c'est quand même bien plus sympa. Les sleeves également, potentiellement, pour ceux qui aiment sleever leur jeu. Ensuite, pour les frais de port, que je vous retrouve ça assez rapidement, j'essaie de trouver un truc sur la TVA. TVA incluse apparemment. Ah non, c'est les prix... ouais, on s'en fout. Le shipping, la TVA... ouais, c'est ça, la TVA est déjà incluse dans le prix des produits pour les zones marquées en bleu. Donc attention, par exemple, pour la Suisse, qui n'est pas en bleu, ce n'est pas le cas. Par contre, pour la Belgique, le Luxembourg, par exemple, oui, à 15 € de frais de port pour une copie. Et ensuite, si vous mettez des copies additionnelles, c'est gratis. Donc là, c'est vraiment le moment ou jamais d'aller faire des tirs groupés, donc des pledges groupés à 10, 15, 20 personnes pour amortir vachement sur les frais de port. Et auquel cas ça pourrait être effectivement plus intéressant que d'attendre la sortie en boutique. Pour la France, c'est 20 plus gratis pour chaque copie additionnelle. Monaco, le Canada, c'est un tout petit peu plus cher, c'est 25 € de frais de port. Ensuite, le Japon, c'est 25 plus 5 par copie additionnelle, là c'est plus gratuit pour le coup, mais ça reste relativement abordable. Et ma foi, c'est après tout pour Trolls and Princesses, le nouveau projet de Game Brewer qui fera encore une fois pas un succès du niveau de Stroganoff ou de Paris première édition, etc. Mais on va certainement aller chercher les 1500, ouais 1500 je pense plutôt contributeurs d'ici la fin de la campagne, certainement aidés en partie par les composants assez charmants et les illustrations de Edu Valls qui marchent quand même très très bien, il faut être honnête. Et puis au demeurant, peut-être que le jeu est très bon aussi, hein. C'est juste que Game Brewer a eu quelques petits soucis ces dernières années, mais est-ce que les jeux sont mauvais pour autant? Je n'ai jamais pu en tester pour ma part, donc je ne saurais pas vous le dire. Voilà pour Trolls and Princesses. Tout petit détour d'1 minute sur la campagne de Crypto Collector, un jeu japonais, c'est pour ça que je le mentionne, mais pourquoi j'en parle qu'1 minute? Parce que ça se casse un petit peu la gueule, il prend un petit peu une tarte au niveau des gencives, avec seulement 2000 € d'engrangés, 40 contributeurs. Bon, en même temps, le seuil de financement est tellement bas que ça devrait pouvoir financer, mais quand même. Et au-delà de ça, c'est aussi une thématique qui m'attire pas du tout. On va aller collectionner des œuvres artistiques, mais sous format crypto, c'est un peu comme les crypto-monnaies, comme le bitcoin, etc. C'est pour 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, donc assez rapide, 12 ans et plus, c'est disponible en anglais, mais malheureusement pas en français. Et au-delà de ça, bon, je suis pas très convaincu, c'est du set collection, un petit peu de gestion de ressources, un petit peu de gestion de main, pas convaincu par la direction artistique non plus. Il y a aussi des mises aux enchères qui sont un peu plus intéressantes si vous aimez ce registre-là. Bon, c'est pas un jeu pour moi a priori, mais bon, après tout, pourquoi pas. Pour ce qui est des pledges, on a un pledge à 31 $ pour l'édition de base, 54 $ pour l'édition Deluxe qui s'accompagne cette fois-ci de petits éléments supplémentaires apparemment, notamment au niveau de la monnaie peut-être, mais c'est pas très bien présenté. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a apparemment un playmat peut-être? J'ai l'impression. Oui c'est ça, playmat, les pièces en métal plutôt qu'en carton, et des sleeves. Ok, bon, je suis pas sûr que ce soit un jeu qui nécessite tellement de deluxification que ça. Pour le shipping, 7 $ pour le Japon ou 9 pour la Deluxe, et pour le reste, Canada 20-24, et le reste apparemment l'Union Européenne n'est pas concernée. For countries not listed in the above table, click on select this reward. Ah quoi, on peut checker directement ici.
Ok, pourquoi pas, c'est un peu bizarre. Pourquoi pas le mettre directement dans le tableau récapitulatif, c'est un peu étrange. Quoi qu'il en soit, pour la France par exemple, 3000 yens, donc ça vous fait environ 22 euros de frais de port. Juste pour par curiosité, la Belgique, ça va être à peu près la même chose. 3000 yens, ouais, environ 22-23 euros également. Voilà donc pour ce qui est de Crypto Collector, mais bon, ça va rester assez anonyme à mon avis. Bon, maintenant on va enchaîner sur 3 projets qui, je pense, vont me prendre environ 2 minutes chacun parce que, pour commencer, Ballads and Tales Journey of the Brave est un monument de nostalgie, mais de nostalgie de gens qui vivaient déjà il y a 300-400 ans, en gros. C'est un jeu un peu vieillot, bon, très nostalgique et qui s'assume pour le coup, mais qui n'attire pas grand monde. Bon, en même temps, 13 000 euros, c'est pas non plus ridicule pour être honnête, hein, mais il en fallait 42 000, on en est quand même très loin à la fin de la première semaine, 180 contributeurs seulement, ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller chercher le financement, je pense, d'ici la fin de la campagne. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas spécialement très beau selon les critères actuels. C'est-à-dire s'il était sorti à 30-40 ans, il aurait pu être un peu plus sympa, même si effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'assume beaucoup, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas vilain au demeurant, mais c'est un peu vieillot, il faut bien le dire. Pour ce qui est du reste en termes de joueurs, c'est de 1 à 5 joueurs, excusez-moi, pour 14 ans et plus, et 60 minutes de la partie, sachant qu'il y a différents modes de jeu, vous pouvez jouer en solo comme en coop, mais vous pouvez aussi y jouer tous contre un Game Master, donc un maître du jeu, qui aura donc à bien de vous mettre des bâtons dans les roues lors de votre progression dans le donjon que vous pouvez apercevoir ici. Après, on pas de miniatures dans tous les sens, il y a des petits standees dans tous les sens en carton que vous pourrez monter, il y a un petit peu d'asymétrie sur les personnages qu'on pourra choisir bien évidemment, et c'est à peu près ce que je peux vous dire. Ensuite, on a un pledge de base à 65 euros que vous pourrez ensuite aller panacher de différents petits trucs, genre ajouter votre nom dans le livret de règles, ça vous coûtera 5 euros de plus. Ensuite, si vous dépensez 100 euros, ça vous permettra aussi de créer un item dans le jeu par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore à 400 euros? On peut aussi créer un héros, etc. Donc on va entrer assez rapidement dans les pledges de mécénat qui n'apportent rien véritablement en termes de gameplay, mais qui vous permettent de vous impliquer un petit peu plus dans le projet en gros. Il y aura aussi quelques petits add-ons exclusifs à Kickstarter qui vous proposent des packs de héros un petit peu sensuels, disons. Disons qu'on va avoir des héros un petit peu plus dévêtus. Là, vous avez certains personnages que vous voyez qui sont relativement classiques dans les univers de fantasy, disons. Et un petit peu plus bas, on va avoir des personnages qui sont un petit peu floutés en l'état parce que voilà, c'est un petit peu voilà, tendancieux, on va dire. Voilà, on va voir si ça vous intéresse ou pas. Pour ce qui est des frais de port, ensuite pour l'Europe, avec Belgique, France, Luxembourg, Monaco par exemple, c'est 15 euros de frais de port. Le Canada, c'est 25 $, ou approximativement 23 euros. Ensuite, pour le reste de la francophonie, on a la Suisse par exemple ici à 17 euros, et juste par curiosité pour nous qui sommes au Japon, ça devrait être je pense 39 euros a priori. Voilà donc pour Ballads and Tales Journey of the Brave, un RPG dungeon crawler qui fleure bon les années 50. Celui-ci, pour le coup, aurait pu faire l'objet d'une présentation un petit peu plus longue, un petit peu plus détaillée, sans entrer dans les gros projets de la semaine pour autant, mais il s'agit d'un jeu qu'on avait déjà présenté sur la chaîne en date du 23 octobre 2022, pour ceux que ça intéresserait. Donc pour ce qui est du gameplay, etc., je vous recommande plutôt d'aller voir cette vidéo, ça me permettra d'aller très vite sur cette nouvelle tentative de campagne pour Deep Shelf, qui pour l'instant se porte un petit peu mieux que lors de sa précédente tentative, 780 contributeurs 22 jours avant la fin de la campagne et déjà près de 60 000 euros d'engrangés, alors que lors de la dernière campagne, ça avait été annulé donc en début de novembre dernier, alors qu'à l'époque, la campagne se portait pas très bien, 427 contributeurs. Là, pour le coup, cette fois-ci, c'est financé. Vous les connaissez peut-être aussi pour Dinogenix. Leurs 3 premières campagnes étaient basées sur ce jeu, avec ensuite des extensions, etc., qui avaient fait des beaux succès, hein. On avait eu 2700, puis 4800 contributeurs pour Dinogenix. La première campagne de Deep Shelf s'était mal soldée, mais en même temps, c'était le cas également pour Dinogenix lors de sa première tentative. Donc on peut se dire que Deep Shelf a des chances de faire un succès bien plus conséquent que sa première tentative qui s'était soldée par un échec. Bon, après, c'est pas non plus un énorme succès, on est actuellement à 790 contributeurs approximativement, 60 000 euros d'engrangés, donc c'est quand même loin d'être ridicule. Il reste 22 jours, donc on va certainement aller chercher pas loin de 2000, voire un petit peu plus de 2000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Et pour ce qui est du gameplay, de la thématique, du matériel, etc., je vous conseille plutôt d'aller zioter rapidement le menu crowdfunding du 23 octobre dernier. Je vous le mettrai en haut à droite de votre écran pour vous faire un petit renvoi, pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu
jeu. Et juste histoire de conclure les pledges quand même rapidement, histoire de voir si ça a changé depuis la dernière fois. 70 $ pour le pledge de base, je crois que c'était après la même chose la dernière fois. 99 pour un pledge de Luxifié qui vous permet aussi de mettre la main sur des add-ons premium qui sont en fait des protège cartes et également des pièces de métal pour l'air d'être plutôt bien réalisées d'ailleurs. Et puis ensuite pour les frais de port, pour le reste de l'Europe, donc tout ce qui est Belgique, France, etc., c'est 23 ou 24 dollars en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 27 à 28, pour la Suisse, 32-33, et pour nous qui sommes dans le rest of Asia, 33-35. Sachant que la TVA sera aussi calculée à la fin de la campagne, à la suite de la campagne, durant le Pledge Manager. Donc un petit bifton à ajouter par la suite. Voilà pour ce qui est de Deep Shelf. Allez voir donc la vidéo du 23 octobre dernier, donc le menu crowdfunding, dans lequel je l'avais déjà présenté à l'époque avec plus de détails. Autre projet qui avait lui aussi été présenté dans le menu crowdfunding, c'était en date du 27 mars 2022, donc il y a à peu près un an, Bossa, projet japonais qui nous revient sur Kickstarter avec une nouvelle version, puisque c'était un jeu en fait de domino, si je simplifie beaucoup la présentation du jeu, c'est pas exactement un jeu de domino, mais ça s'en rapproche quand même pas mal, qui avait déjà proposé donc le même jeu, Bossa, mais avec des versions différentes. À l'époque on avait fait 300 contributeurs, et cette fois-ci il le relance avec une version Yuki, c'est le kanji que vous voyez ici en fond, qui veut dire neige, hein, donc c'est la version neige, la version hivernale de Bossa, mais ça reste fondamentalement le même jeu, et cette fois-ci ça ne devrait pas faire autant que la première édition à 300 contributeurs, tout simplement parce que cette fois-ci il le republie dans les projets Make 100, donc il y aura 100 copies du jeu produites via cette campagne-là, donc ce sera une version très très limitée, qui pour l'instant a déjà accueilli 83 contributeurs et 4335 €, donc c'est financé, il reste 26 jours avant la fin de la campagne. Pour le reste, c'est exactement le même jeu, même si il y a quelques petites règles ajoutées, révisées devrais-je plutôt dire, notamment avec des doublers, comme ils le disent ici, qui vous permettront d'aller scorer un peu plus de points pour certains enchaînements. Pour le reste, on est sur un jeu relativement simple, abstrait, mais qui est un jeu de collection en fait, hein, dans le sens où il y aura des versions assez classieuses réalisées par des artisans japonais, et ça c'est vrai que ça fait un bel objet au final. Je sais pas si je pourrais vous retrouver justement un exemple de boîte un peu classe. Là vous avez vraiment la boîte de base, hein, tout ce qu'il y a de plus classique pour le jeu de base, et ensuite vous allez pouvoir accéder aussi à des éditions un petit peu plus classieuses comme celle-ci, ou encore mieux d'ailleurs la fameuse Yuki, donc l'édition neige, l'édition hivernale, pour 163 €, très très cher, mais c'est un bel objet réalisé par des artisans japonais, donc effectivement c'est un peu classe. Est-ce que le gameplay envoie la chandelle? J'ai envie de dire certainement non, mais c'est certainement un jeu assez sympa, assez facile à sortir, pour tous les amateurs de, comment dire, de jeux assez originaux qui sortiront certainement jamais en Europe, ça peut être une idée. Pour ce qui est des prix, j'ai zappé un petit peu, de toute façon je suis passé dessus assez rapidement. On va aller voir rapidement du coup les éditions qui contiennent au moins le jeu de base, parce que là j'ai l'impression que c'est des éditions avec la mise à jour, avec les petites règles et les doublers qu'on voit ici. Pour le jeu standard, c'est 2500 yens, donc environ 18 €. Ensuite, vous avez la classique Neo, un petit peu plus classieuse déjà, qui coûte déjà 50 €. Pour un jeu assez léger, c'est quand même assez cher, mais c'est vraiment l'objet de collection. Et ensuite, l'édition Yuki, 163 €. Là, c'est quand même très 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 cher. Il faut vraiment être sûr de soi et de l'aspect... comment dirais-je, collectionnite, au-delà de l'aspect véritablement intrigant en termes de gameplay, de qualité ludique, on va dire. Ensuite, pour le shipping, pour le Canada et pour les pays de l'Union Européenne également, ce sera 3 € pour les upgrade packs, les upgrade kits, pardon, de ceux qui auraient déjà le jeu de base en fait, simplement. Et puis ensuite, pour ce qui est la Standard, la Classic Neo et la The Art Yuki, ce serait 14 € de frais de port. Ensuite, pour les autres pays, ma foi, si le Canada est aussi concerné, mais les autres je ne le vois pas, même pour le Japon d'ailleurs, c'est pas écrit. Qu'en est-il du Japon? Je sais pas, on s'en fout. Ah si, pour le Japon c'est écrit ici. Ça va être entre 280 yens et 1600 yens. C'est quand même beaucoup moins cher, mais en même temps c'est normal, c'est livré depuis le Japon. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette nouvelle édition de Bossa, une édition hivernale assez charmante, intitulée Yuki. On continue avec un tout petit projet qui nous vient de Ray Wars, donc c'est quand même le 11e projet sur Kickstarter. Je ne connaissais pas l'éditeur en question, mais qu'est-ce qu'il nous avait proposé? Ah, c'est lui qui avait fait Tsulo dans sa édition limitée. D'accord, bah finalement je m'en souviens finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Station Master que je connais pas, The Mansky Caper, non les autres je connais pas.
donc uniquement ce lot dans sa version hyper deluxe, qui avait coûté très cher d'ailleurs, qui a fait quand même près de 1000 contributeurs à l'époque, que j'avais présenté l'année dernière. Et du coup, ils nous reviennent avec Four Corners, un petit jeu abstrait de pose de tuiles, de rotation de tuiles, dans lequel vous aurez à cœur de composer certaines figures avec les coins de cartes. Donc vous aurez une figure centrale qui sera inamovible, et vous aurez également à chaque coin des figures spécifiques, et il faudra essayer de les compléter avec celles des cartes ou des tuiles adjacentes, on va dire. C'est pour 20 à 40 minutes la partie, pour 8 ans et plus, pour 1 à 6 joueurs. Ça reste un jeu extrêmement abstrait, assez facile à sortir, assez accessible, hein, on le voit, 8 ans et plus, c'est tout sauf un jeu très complexe, mais il a l'air de disposer d'un matériel assez sympatoche au demeurant. Par contre, faut aimer les abstraits. Il se décompose en deux versions, il y aura Four Corners Galaxy et Four Corners Kaleidoscope également. Mais bon, au final, j'ai l'impression que c'est le même jeu. Il y aura peut-être des petits trucs modulables d'un jeu à l'autre, je sais pas, d'une édition à l'autre, mais je crois que c'est kiff la même chose. Ensuite, rapidement, pour ce qui est des niveaux de pledge, on en a un à 32$ pour au choix, donc Kaleidoscope ou Galaxy. Ensuite, 60$ pour avoir les deux, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même très similaire, que ça se justifie pas tant le manque, sauf pour éventuellement un cadeau, je sais pas. Et ensuite, c'est pour le retail, donc c'est un peu moins intéressant pour vous à mon avis. Pour ce qui est des frais de port, pour l'Union Européenne, c'est 12 ou 20$ de frais de port, 12 ou 24 pour le Canada, et pour nous qui sommes dans le reste du monde, j'ai l'impression, ça doit être ça, ouais c'est ça, donc 50-90, c'est quand même particulièrement cher pour nous, pour un jeu qui au demeurant lui-même est pas spécialement très cher. Par contre, attention, pas de version francophone, mais ceci dit, comme vous l'avez vu, c'est un jeu qui dispose de matériel complètement indépendant de la langue. Il faudra juste se contenter de pouvoir comprendre et expliquer les règles, mais sur les cartes elles-mêmes, sur les tuiles elles-mêmes, il n'y a aucun texte, donc ça reste relativement abordable, et vous pouvez déjà le tester sur Tabletop Simulator, y compris pour son mode solo. Voilà pour ce qui est de Four Corners. Petit détour du côté de chez GameFound avec un projet qui ne se porte pas forcément très bien. Il s'agit de Scrap, le premier projet je crois de Jolly Swagman Games, qui pour l'instant a recueilli 100 backers et 18 000 € d'enrangés, c'est 18 000 dollars australiens, c'est pas des 2 euros, sur 23 000 nécessaires, donc on est à 80% du seuil de financement. Il reste 31 jours avant la fin de la campagne, donc ça devrait pouvoir se financer, mais ça fera pas un gros score. Et malgré tout, c'est pas un jeu inintéressant sur le principe, c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes, pour 14 ans et plus. C'est un jeu asymétrique de contrôle de territoire et de deck building, qui est pas inintéressant au demeurant, qui dispose d'un matériel qui est pas non plus dégueulasse, mais qui attire pas les foules, et c'est vrai aussi que pour des petits éditeurs de ce style-là, de cet acabit-là, peut-être que GameFound est encore une plateforme pas forcément idéale pour se lancer dans une aventure en tant que primo-éditeur, parce que ça n'a pas encore la force de traction que peut avoir notamment Kickstarter. Même si on a vu des gros résultats, c'était souvent pour des jeux bien plus ambitieux, bien plus attendus, avec des grosses licences, etc. Là, c'est pas le cas de Scrap, qui, bon, devrait financer, ceci dit. Aussi, autre raison potentiellement pour expliquer ce manque d'intérêt pour la campagne, c'est peut-être le prix. Je zappe directement aux différents niveaux de pledge. Vous le voyez ici, on est quand même sur un pledge mis en avant, donc c'est peut-être pas le premier pledge, hein, c'est le deuxième. Mais bon, même le premier est quand même à 125$. Alors certes, ce sont des dollars australiens, ça équivaut, vous le voyez ici, à 80 €, mais quand même, pour un primo-éditeur, avec un jeu qui n'a pas non plus explosé de miniatures dans tous les sens, il n'y a pas de kilos plastique, c'est un petit peu cher quand même, malgré tout. On a ensuite un pledge à 150 € qui vient rajouter, j'imagine, un petit peu de deluxification ou de contenu supplémentaire. Il y a uniquement 4 pledges sur le pledge de base et 93 pledges sur le Celestium pledge, donc le pledge de niveau supplémentaire. Je sais pas très bien ce qui vient ajouter par-dessus, mais j'ai certainement un petit peu d'upgrade en termes de contenu, enfin pas de contenu, mais de matériel. On a même un pledge à 500$ australiens, mais là c'est purement du mécénat en gros. Pour ce qui est du gameplay lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, donc contrôle de territoire, un petit peu d'asymétrie, avec des tech trees également, donc des arbres de technologie qu'on aura débloquer au fur et à mesure de la partie. C'est pas dégueulasse, hein, même visuellement ça présente plutôt pas mal, les meeples sont screen print d'entrée de jeu, la direction artistique est pas vilaine, même si c'est pas trop mon truc non plus, mais bon, ça fait pas un énorme succès pour l'instant, et il faut dire quand même que c'est un petit peu cher. Donc ensuite, les frais de port, c'est ici que ça se passe. Alors, pour les frais de port, donc Europe, avec la Belgique, la France, le Luxembourg par exemple, c'est 32$ australiens, donc ça doit équivaloir plus ou moins à 22 € je crois, approximativement.
Pour ce qui est de la Suisse, ça doit peut-être être plutôt dans la zone d'Europe 2, même si je ne vois pas de mention faite à propos de la Suisse. Ensuite, pour le Canada, je ne vous vois même pas, ma foi. Je vois les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Irlande. Non, je vois même pas le Canada. Donc c'est peut-être même pas livrable au Canada, allez savoir. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Scrap, qui fera pas un énorme succès quoi qu'il en soit, même si au demeurant, fondamentalement, ça a pas l'air plus inintéressant qu'un autre jeu. Et ma foi, c'est tout pour Scrap, et c'est également tout pour les mentions honorables de la semaine. On va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet avec les 3 gros projets de la semaine, et j'ai beaucoup de mal avec mon élocution aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu dans mon top 25 des jeux les plus attendus pour 2023 sur Kickstarter et GameFound. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans le même type de vidéo l'année dernière, puisqu'il était censé d'abord sortir sur Kickstarter en 2022, avant de voir l'auteur avoir un accident quelques jours avant le lancement de la campagne prévue à l'époque. Et puis donc ça a été repoussé à 2023, ça y est, la campagne est enfin en ligne cette fois sur GameFound, du côté de chez Night Games, qui est un éditeur espagnol, qui nous propose donc Batman Escape from Arkham Asylum, VF disponible, je le dis avant de l'oublier, et le jeu se porte plutôt très bien. On est actuellement à 2176 backers en moins d'une semaine avec 424 000 € d'engrangés, donc c'est un jeu qui devrait potentiellement franchir le 1 million d'euros peut-être. Rien n'est garanti, ça dépendra aussi des stretch goals, du degré d'implication de l'éditeur dans ses news, dans ses actualités, dans tous les stretch goals qu'il pourra réaliser, du côté un petit peu appétissant de tous les stretch goals qu'il saura mettre en avant, des exclusivités GameFound également, mais potentiellement il y a moyen d'aller chercher 1 million d'euros sur ce projet à mon avis, la licence aidant beaucoup. C'est un jeu semi-coopératif de dungeon crawler, en fait c'est plutôt un prison crawler ou un asylum crawler en réalité, puisque c'est dans l'asile d'Arkham que ça se passe, pour 1 à 5 joueurs, où vous allez jouer donc en solo face à Batman, ou à 5, enfin jusqu'à 5 joueurs, chacun pour sa peau, mais il y a un petit peu semi-coop en fait, hein, vous allez pouvoir coopérer de temps en temps, mais toujours en gardant à l'esprit que c'est chacun pour sa peau au final. Vous allez devoir essayer en fait simplement de survivre et de vous échapper de l'asile d'Arkham, avec les différents vilains de l'univers de Batman, comme on peut en voir ici avec Harley Quinn, avec le Pingouin, ou encore avec Bane ou le Joker. Il y en a encore un paquet, il y a 10 kilos plastique dans tous les sens, attention, il faut le savoir. C'est donc pour un 5 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties relativement longues qui vont aller de 1h30 à 2h30, donc oui, c'est un jeu assez long. Je le répète à nouveau parce qu'on ne le dit jamais assez, version française disponible, vous le voyez ici avec le petit drapeau français. On peut maintenant commencer directement avec le prix, combien on va devoir cracher pour ce jeu. Le premier pledge était à 125 €, c'est le Henchman Pledge, qui s'accompagne du jeu de base, et c'est tout. Il y aura aussi la stretch goals, enfin la boîte de stretch goals, certes, mais bon, ça sera pour tous les pledges, donc 125 €. Ensuite, vous aurez pour 60 € de plus le Super Villain Pledge, qui vous permet d'au-delà du jeu de base avoir aussi une extension intitulée Riot in Blackgate. Donc cette fois-ci c'est la prison de Blackgate, dans laquelle il y a une émeute avec des prisonniers qui chercheront certainement à s'en échapper. Et cette fois-ci ce ne sera pas Batman, mais c'est pas Robin, c'est quoi, c'est Nightwing je crois, qui cherchera à stopper l'émeute en fait simplement. Donc 185 pour le deuxième niveau de pledge, ensuite 270 € pour le Mastermind Pledge, qui sera exclusif à GameFound et qui vous propose, au-delà de l'extension qu'on a vu précédemment pour Riot in Blackgate, d'avoir également Quest at Arkham Asylum, une petite extension pour le jeu de base, ainsi qu'un set de dés supplémentaires pour le Joker, un set de dés supplémentaires aussi, une tour à dés, enfin même deux, pardon, Quantity 2, vous regardez ici, il y a 2 tours de dés que vous pouvez apercevoir ici. Ensuite un pack de protège cartes, hein, toutes les sleeves que vous voyez ici pour l'ensemble du jeu, et puis donc les stretch goals bien évidemment, le tout pour quand même 270 €, ça paie assez cher, mais en même temps il y a la licence à payer derrière aussi au-delà du jeu et des figurines qui vont avec. Et puis ensuite 400 €, là c'est pour le retailer, donc pour les gérants de boutique. Ensuite on a toute une ribambelle de add-on, à commencer par cette extension Heirs of the Call, et ça c'est un petit peu étrange pour moi parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu où que ce soit dans le Mastermind Pledge, qui est pourtant un simili all-in. Alors c'est marqué all-in nulle part, donc peut-être qu'il est encore à révéler, peut-être qu'il y aura un pledge supplémentaire dans les jours à venir, mais l'extension qu'on voit ici, ben, on la voit nulle part ailleurs, donc est-ce que c'est un add-on obligatoire? Auquel cas c'est un peu bizarre. Autant mettre un vrai all-in avec un petit intérêt financier, donc proposer ça à 35 plutôt que 40 par exemple. Bref,
Ensuite, l'extension pour, comment ça s'appelait déjà, Quest at Arkham Asylum, 40€, Riot in Blackgate, 70€. Ensuite, des figurines alternatives pour certains des super vilains aussi sont disponibles, des sets 2D supplémentaires, les tours 2D également, et puis des sleeves également en add-on si ça vous tente. Il y a déjà tout un tas de stretch goals qui ont été débloqués, y compris de nouveaux personnages, de nouveaux vilains jouables. Donc ça c'est super intéressant parce qu'il y aura quand même pas mal de rejouabilité. J'imagine que tous les vilains auront leurs propres compétences. Il y aura un petit peu d'asymétrie entre les différents personnages que vous pourrez être amenés à contrôler. Ensuite, on va essayer d'entrer un petit peu dans le vif du sujet avec le gameplay également. Bon, c'est assez simple, assez straightforward comme pourraient dire les Anglais, assez facile à apprivoiser dans le sens où c'est un jeu où on va chercher à s'échapper de la prison. Il y aura du crafting, donc on pourra concevoir certains objets que l'on pourra utiliser ensuite pour mieux réussir à s'échapper, pour mieux réussir à se dissimuler par exemple, ou encore à éclater la tronche des gardiens par exemple. On pourra ensuite tout simplement chercher à découvrir le plus de pièces possible et tout ce qui s'y trouve, hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans une pièce, vous ouvrez la porte, donc évidemment vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, il faudra tout de suite ajouter les gardes comme vous le voyez ici sur ce gif, mais également certains objets j'imagine que vous pourrez être amené à utiliser par la suite. On est sur un jeu Ameritrash, donc il y aura aussi des jets de dés dans tous les sens pour accomplir certaines actions, les réussir, etc. Il y aura aussi bien sûr du combat, ici on voit Bane qui fout une grosse droite à un gardien j'imagine. Ensuite vous aurez un niveau d'alerte qui va augmenter progressivement en fonction de vos actions, ou plutôt de vos mésactions, et à terme si ce niveau augmente trop, il y aura bien sûr Batman qui pointera le bout de son museau, parce que oui au final Batman, même si son nom est dans le titre du jeu, n'est pas un personnage que vous pourrez vraiment contrôler vous-même, c'est plutôt un personnage qui va entrer en cours de jeu pour vous faire la peau, ou enfin pour vous faire la peau, il n'y a pas le droit de tuer qui que ce soit, mais enfin il ne s'autorise pas à le faire, mais en fait pour vous stopper dans votre tentative d'évasion, tout simplement. Ensuite, alors oui, effectivement, quand on vous montre les miniatures pré-peintes, c'est vrai que ça donne envie, elles sont quand même vraiment très très classe, très bien réalisées, et c'est pourtant pas un fan de Marvel ou DC Comics qui vous le dit, donc vraiment, elles sont quand même très très bien réalisées. J'en connais quand même quelques-uns, parce que malgré tout, Batman, c'est peut-être le super-héros, c'est même pas un super-héros d'ailleurs, c'est le héros de comics, le seul qui m'attire véritablement en fait dans toute la ribambelle de super-héros, parce que justement c'est pas un super-héros, et parce qu'en plus c'est relativement sombre, ce qui est pas toujours le cas de Spider-Man, etc. par exemple. Donc j'en connais quelques-uns là-dedans, Saz par exemple, Killer Croc si je me souviens bien, etc. Et en plus j'avais fait les jeux sur PS4 à l'époque, qui étaient assez sympas d'ailleurs. Troisième rappel, la langue française est disponible. On entre maintenant sur le contenu des core box et des additions avec les différentes extensions, etc. Mais là-dessus, je passe assez rapidement. Sachez tout de même que dans la Quest at Arkham Asylum, vous aurez aussi une miniature de Alfred, donc le serviteur, le majordome de Batman, donc il vient rajouter aussi un petit peu de gameplay supplémentaire. Ensuite, vous avez ici la Heirs of the Cold, donc la fameuse extension qui est pour l'instant pas disponible autrement qu'en add-on, ce qui est assez dommage, qui vous permettra de mettre la main sur différents héros et super vilains additionnel, putain j'ai du mal aujourd'hui, additionnel, excusez-moi, Riot in Blackgate avec, c'est bien Nightwing du coup, plus des nouveaux super vilains, et ça c'est bien pensé aussi de leur part, bien pensé, même si pour nous c'est pas forcément le plus agréable évidemment, c'est dans le sens où certains personnages iconiques, certains super vilains iconiques de l'univers de Batman ne sont pas disponibles dans le jeu de base. Par exemple ici Catwoman est dans l'extension Riot in Blackgate. Bon, alors d'abord on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment un super vilain, Catwoman? C'est toujours un petit peu flou à ce niveau-là, mais Deadshot par exemple, ou encore Black Mask, qui sont des personnages assez importants de l'univers de Batman, sont pas dans le jeu de base, et forcément les gens auront envie de mettre la main dessus, donc il faudra aussi débourser un peu plus pour mettre la main sur cette extension Riot at Blackgate. Voilà. Ensuite, on va continuer directement avec les frais de port qui se trouvent ici, sachant qu'il y a ici écrit Single Wave, donc en une seule vague. Est-ce que ça veut dire qu'il y a potentiellement une deuxième vague selon notre choix, un petit peu comme le fait parfois Awaken Realms? A priori, je ne le vois pas, je ne vois que le Single Wave, donc je ne saurais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, en l'état pour l'Union Européenne, ça va être entre 25 et 55 € en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Donc oui, c'est assez cher si on va chercher le Mastermind Pledge. Mais en même temps, il y a quand même 3-4 boîtes à mon avis. Ensuite, pour le Canada, c'est 30 à 60 € de frais de port. Et pour nous qui sommes du coup au Japon, on doit être dans Other Countries, auquel cas c'est de 35 à 65 € de frais de port. C'est quand même assez chéro. Il faut quand même bien se le dire. La TVA, qu'en est-il? Juste par curiosité, à mon avis, est déjà incluse, puisque c'est un projet espagnol, donc à mon avis, elle doit déjà être incluse dans le prix que vous aurez payé avant d'en arriver au Pledge Manager. Et le jeu devrait théoriquement être livré pour le deuxième quarter, donc du coup c'est le
deuxième trimestre, ouais, deuxième, troisième trimestre de l'année 2024. Voilà pour ce qui est donc de Batman Escape from Arkham Asylum, un jeu qui a l'air d'être très sympa au demeurant, surtout si vous êtes fan de l'univers de Batman. Je pense pas que c'est un jeu que je backerais, même si l'aspect chacun pour sa peau, même si on collabore, on coopère un petit peu tous ensemble pour notre propre bien, est intéressant. Les miniatures vont être assez classe. Parmi tous les héros de comics, Batman c'est un peu le seul qui m'intéresse véritablement, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais de là, aller le baquer, d'autant plus que c'est quand même très très cher, que les frais de port pour le Japon sont très très chers aussi. À mon avis, il y a quand même un pas que j'aurais du mal à franchir. Mais quand même, le projet est relativement séduisant. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout pour Batman Escape from Arkham Asylum. Celui-ci, si ça ne tenait qu'à moi, ça aurait été peut-être plutôt une mention honorable, mais vous avez placé ce jeu, je crois, en deuxième position, si mes souvenirs sont bons, ça fait déjà quelques heures. Mais Zuvadis, 1317 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, 75 000 euros d'engrangés, c'est le nouveau projet de Nick Murray of Bitewing Games, donc Bitewing Games qui avait déjà présenté d'autres projets de Reiner Knizia, comme c'est encore le cas d'ailleurs pour Zuvadis, un nouveau jeu de Reiner Knizia. D'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi dans la campagne Gussie Gorillas, qui est un autre jeu disponible durant cette campagne, mais c'est vrai qu'à mon avis, celui qui attire tout le monde sur la campagne, c'est Zuvadis bien plus que Gussie Gorillas. Quoi qu'il en soit, Bitewing Games avait déjà proposé la compilation de Reiner Knizia Criminal Capers, qu'on avait présenté l'année dernière, je me souviens plus exactement quand, mais qui avait fait seulement 511 contributeurs, c'était assez léger pour commencer. Par contre, ils avaient continué avec une deuxième campagne qui, elle, avait fait vraiment beaucoup de bruit, avec près de 5000 contributeurs pour Trailblazers, qu'on avait présenté également sur la chaîne à l'époque. Et donc ils nous reviennent pour une troisième campagne, avec encore du Reiner Knizia comme lors de leur première campagne, pour donc Zuvadis et Gussie Gorillas, deux jeux de Monsieur 7345 jeux sur BGG. Hein, quand même, c'est un éditeur, un auteur particulièrement prolifique, hein, Reiner Knizia. Et pour l'instant, pour Zuvadis, ça se passe plutôt pas mal, 1319 contributeurs, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de version française, malheureusement, pour Zuvadis ou pour Gussie Gorillas, en tout cas pas pour l'instant. Mais bon, Knizia, c'est un auteur de renom, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à terme, en plus avec les illustrations de Kwanchai Moriya, qui est quand même un des illustrateurs de jeux de société les plus populaires de ces dernières années, ça devrait pouvoir faire son chemin jusqu'aux boutiques francophones également, à mon avis, à terme. Quoi qu'il en soit, on est là devant deux nouveaux jeux de Knizia dans ses œuvres habituelles, dans sa zone de confort, à savoir du jeu avec de la négociation, avec des enchères aussi également, donc c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il proposait jusqu'à présent. D'ailleurs, Zuvadis lui-même est en fait une refonte, un remake d'un jeu préalablement sorti il y a une dizaine d'années, qui s'intitulait à l'époque Quo Vadis, et cette fois-ci c'est Zuvadis, puisqu'on nous a placé ça dans un univers avec, peuplé d'animaux anthropomorphiques. Vous le voyez ici, Zuvadis c'est pour 3 à 7 joueurs, c'est pour 20 à 40 minutes la partie, et c'est pour 10 ans et plus. Il s'agit d'un jeu de politique et d'intrigue dans un univers peuplé d'animaux qui dominent, et vous devrez en fait simplement, au sein du zoo dans lequel vous résidez, eh bien, réussir à attraper la position de star du show, on va dire, tout en réussissant à tirer votre épingle du jeu via différentes manœuvres et stratégies politiciennes. Ensuite, continuons. Alors c'est pour rappeler à ceux qui potentiellement ne connaîtraient pas trop Knizia, c'est quand même l'auteur de différents jeux particulièrement connus comme Quest for Eldorado, Medici, Modern Art, Ra, entre autres, Tigre Euphrates également, bref, un auteur de grand renom, même si, attention, parmi la pléthore de jeux qu'il a sortis jusqu'à présent, il y en a quand même pas mal qui sont aussi passés inaperçus ou qui ont des critiques relativement passables, un peu médiocres on va dire. Mais il a aussi pondu quelques jeux qui sont restés des classiques. Après, il faut être amateur de jeux avec des enchères, des négociations, etc. C'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément un type de jeu qui nous, dans notre groupe de joueurs, nous attire particulièrement, mais bon, un petit Knizia, c'est vrai que ça se tente quand même malgré tout. J'en ai pu tester un, je crois, seulement jusqu'à présent. Ouais, un seul. C'était quoi? C'était High Society en anglais, j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Quoi qu'il en soit. Sachez quand même qu'au-delà de l'aspect refonte de Quo Vadis visuel, ce n'est pas que du visuel, il y a aussi des modifications en termes de gameplay qui sont mentionnées d'ailleurs ici, puisque les parties à 3 joueurs seront améliorées, parce qu'apparemment c'était un des points faibles du jeu d'origine. On aura aussi désormais 6 à 7 joueurs, alors qu'avant c'était jusqu'à 5 si je me souviens bien. On aura aussi la possibilité d'ajouter des factions, enfin pas des factions, des compétences asymétriques de factions d'animaux.
ce qui n'était apparemment pas le cas lors du jeu d'origine. On aura aussi des tokens supplémentaires, etc. Les illustrations de Kwanchai Moria également, qui n'est pas le seul apparemment, il y a aussi une Bridget Indelicato. Et puis il y aura aussi du matos un peu plus classieux, avec notamment ces petits meeples, Annie Meeple, on pourrait dire, avec du screen print dessus. Ensuite, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner sur la table. C'est pas un jeu qui possède un plateau central hyper conséquent. On va aller placer nos pions dans différentes zones du plateau et on va aussi aller négocier pour les votes qui vont être au centre vraiment du gameplay. On pourra aussi soudoyer nos partenaires autour de la table pour espérer qu'ils votent en notre faveur notamment, pour au final réussir à gagner une majorité et devenir la star du zoo. Voilà, c'est à peu près tout. Je ne vais pas faire non plus comment dirais-je, de présentation hyper détaillée, malgré le fait que vous l'ayez placé dans cette catégorie des gros projets de la semaine, tout simplement parce que c'est pas mon type de jeu et je suis pas du tout expert en la matière et du coup j'ai pas envie de dire trop de conneries et j'avoue, pas pris le temps ou pas eu le temps de me pencher sur le sujet trop en profondeur. Ensuite, c'est encore pire pour ce qui est de... comment s'appelle-t-il déjà ce deuxième jeu, Gossy Gorillas. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout checké, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. Il s'agit encore une fois d'un jeu où il y aura des négociations, mais avec un twist, dans le sens où ces négociations seront faites à l'aveugle. C'est pour 3 à 10 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes la partie, donc c'est relativement court, relativement abordable, avec des illustrations qui laisseront pas indifférents, mais qui pourront repousser ou attirer en fonction de vos goûts, j'imagine. Je reviens rapidement sur Zuvadis pour les différents pledges. On a un pledge standard à 45$ contre 55$ lorsqu'il atteindra les boutiques, avec un matos relativement classe, relativement sympatoche, mais qui reste standard. Et ensuite on a une version deluxifiée à 69$, ça fait quand même une différence de 24$, c'est quand même pas rien, pour notamment des écrans de jeu qui sont un petit peu plus épais, mais ça concrètement... Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Pour une Deluxe, c'est pas vraiment ce qu'on demande. Mais bon, il y aura aussi des pièces qui seront plus en carton, mais désormais en argile. Clay, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'argile. Je verrai, auquel cas je vous mettrai peut-être une petite mention texte pour vous dire si je me suis gouré ou pas. Mais bon, si c'est de l'argile, ça me semble assez space, mais bon, pourquoi pas. Et puis également des tokens un peu plus épais, et j'imagine en plastique plutôt qu'en carton peut-être. Mais du coup, j'avoue que 24$ de différence pour un peu plus d'épaisseur sur un token, sur un écran de jeu et des pièces même pas en métal, mais apparemment du coup en argile, si je ne me trompe pas, ben c'est un peu léger quand même, hein, ça me semble être un petit peu léger. Quoi qu'il en soit, vous pourrez aussi mettre des sacs pour contenir tous vos jetons, vos meeples notamment, pour 10$ pour les 8 factions disponibles dans le jeu. J'en reviens donc à Gossy Gorillas pour le prix. Rapidement, on va aller voir combien ça coûte. Est-ce qu'il y a aussi une version deluxifiée? On a 19$ ici pour une édition de base. Et c'est après tout, je crois que c'est la seule version disponible apparemment pour Gossy Gorillas. Les pledges, on a donc 19 pour Gossy Gorillas, on a 45 pour Zuvadis, ou 69 pour la Deluxe, et puis vous avez aussi le pledge qui vous permet de mettre la main sur les deux en même temps pour 59$ si vous prenez la version de base de Zuvadis, et si vous prenez la Deluxe de Zuvadis, ce sera 83 si vous y ajoutez Gossy Gorillas. C'est une petite économie de 5$, ce qui n'est pas énorme. Ensuite en add-on, vous pourrez aussi ajouter les 3 précédents jeux de Knizia, donc de l'année dernière, Hot Lead, Puma Mafiosi et Soda Smugglers, pour 25$ le jeu, ou 64 les 3 apparemment. Voilà pour ce qui est donc de Zuvadis, et rapidement le shipping, il faut cliquer ici pour avoir accès à un tableau Excel. Pour ce qui est de la Belgique, ou encore de la France, du Luxembourg, bref, de la francophonie Union Européenne, on va dire, ça va être 10, 12, 14 environ, jusqu'à potentiellement 17, 18, 19 en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 15 à 20. Sachez également que la TVA est peut-être à ajouter. Alors en tout cas, c'est le cas pour le Royaume-Uni. Je ne sais pas si c'est le cas pour... Ah si, c'est écrit ici. VAT, ouais, dans le Pledge Manager. Donc il y aura la TVA à ajouter en plus dans le Pledge Manager également. Pour ce qui est de l'Asie, donc pour le Japon, 14 à 30. Bon, c'est relativement cher aussi, mais nous on n'a pas de TVA.
Voilà pour ce qui est donc de Zoo Vadis et Gossy Gorillaz. Désolé de ne pas pouvoir rentrer tellement en détail sur ces deux projets qui sont pas des trucs qui m'attirent outre mesure, du coup j'ai fait un petit peu l'impasse par manque de temps cette semaine. Mais en l'état, la campagne se porte plutôt bien, 1320 contributeurs, 19 jours avant la fin de cette dernière, 75 000 € d'engrangés. Et on termine le menu de la semaine par Witchbound, le premier projet de Dark Doll Games, qui a lancé directement sur GameFound sans passer par la case Kickstarter pour se faire un nom au préalable. Et malgré tout, ça se passe plutôt bien. On est actuellement à 1044 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Vous le voyez ici pour l'instant. Enfin, vous le voyez pas en fait en réalité, vous pouvez constater en réalité qu'il n'y a pas de drapeau français en l'état pour l'instant, mais il y a des tractations qui s'effectuent en ce moment, et bon, j'ai ouï dire qu'une version française devrait pouvoir être débloquée d'ici la fin de la campagne, c'est-à-dire d'ici les 26 jours qui nous séparent de la fin de cette campagne. Donc bon, surveillez, si le jeu vous intéresse, a priori je pense que il y a moyen de trouver une version française d'ici la fin de la campagne. Je ne garantis rien, mais ça devrait pouvoir se faire à mon avis. Et Witchbound au passage d'ailleurs, allez, je vais quand même dire petit coup de cœur, même si c'est un petit coup de cœur, hein, c'est pas le gros coup de cœur non plus de la semaine comme je peux en avoir parfois, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas décerné un coup de cœur de la semaine que je me sens d'humeur généreuse. Donc voilà, petit coup de cœur de la semaine, Witchbound, même si je suis pas sûr de le backer moi-même encore une fois, et donc certains vont encore se moquer de moi en commentaire parce que je back pas un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur dans le sens où c'est un projet qui me semble être original, assez créatif, assez innovant. C'est un jeu qui se joue en solo, attention, hein, il faut le savoir, pour 30 minutes la partie, même si en fait vous pourrez les enchaîner et jouer 1h30, 2 heures selon votre bon vouloir, pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on pourrait présenter comme un jeu en campagne, en narratif, hein, avec tout un tas de mécanismes qui viennent s'entremêler les uns avec les autres, mais c'est fondamentalement de l'exploration, un petit peu de gestion de ressources par-ci par-là certes, de l'interaction avec les différents NPC, donc les personnages non joueurs, les PNJ comme on dit en français, que vous pourrez trouver sur l'île de Witchbound, tout ça dans une aventure qui vous placera dans un univers un petit peu féerique où vous serez, je crois, la première sorcière de Coven Cove, l'île où vous habitez, que vous êtes amené à découvrir au cours du jeu. La première sorcière depuis les 100 dernières années, et donc il y aura tout un tas de trucs à aller découvrir. J'imagine que pour l'instant ils ont révélé assez peu de choses, puisque comme c'est un jeu narratif en campagne, on va pas vous spoiler, on va pas vous divulgacher l'aventure de Witchbound, mais il y aura tout un tas de choses à faire. Avec ici, vous en apercevez le livret des NPC, justement des fameux PNJ, avec lesquels vous pourrez être amené à converser selon le timing, selon la situation, selon vos actions passées. Les interactions varieront avec même le même personnage non joueur par exemple, hein. Si vous le rencontrez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il sera amené à vous donner des informations différentes en fonction du timing dans lequel vous le rencontrez également. Il y aura également tout un tas d'illustrations que vous pouvez apercevoir ici notamment, on vous en envoie une, dans le village, et dans ces illustrations il y aura des petits messages cachés, des chiffres cachés, etc. que vous devrez essayer de trouver pour ensuite vous ramener vers le livret que vous voyez ici pour découvrir encore plus de narration. Vous pourrez aussi prendre un tas de notes partout pour simplement garder en mémoire ce que vous avez découvert, garder en mémoire ce que vous avez actuellement dans votre inventaire, etc., etc. Donc je les ai tout à l'heure, c'est un jeu d'exploration, vous le voyez ici, hein, vous êtes vraiment dans une sorte de bac à sable, hein, vous pouvez vous déplacer assez librement, d'autant que assez rapidement apparemment vous aurez aussi accès à un balai volant, donc vous pourrez vous déplacer assez rapidement, c'est l'équivalent d'un fast travel dans certains jeux vidéo. Et donc, je le disais tout à l'heure, il y aura un petit peu de gestion de ressources, mais ce sera essentiellement de l'exploration et de la narration. On a apparemment plus de 30 heures de contenu dans le jeu, sachant qu'il y aura un peu plus de contenu additionnel qui sera dévoilé au cours de la campagne. Ici, vous pouvez voir un exemple d'illustration de scénettes que vous pourrez être amené à découvrir dans le jeu. C'est certainement l'une des plus simples, et j'imagine, puisqu'il les met en avant durant la campagne, donc du coup, c'est certainement peut-être un petit peu même zoomé, et c'est certainement une des plus simples dans le jeu, mais effectivement, là, vous pouvez déjà apercevoir donc les chiffres 51, 94, M22, 90, 88, etc. Il y en a certainement un ou deux qui sont encore planqués dans le tas, qui sont plus discrets, et peut-être que c'est zoomé également, c'est plus facile à voir en l'état. On voit une ruche ici avec le 77 aussi, je me demande s'il n'y a pas des trucs autour de ça également, bref, quoi qu'il en soit. Vous voyez ici aussi, par exemple, M04, on voit le 45, dans le puits on voit un 67, etc. Donc les M04, 02, 07, etc. c'est en fait des chemins qui vous mènent
à d'autres scénettes avec d'autres illustrations. Vous aurez les PNJ que vous voyez ici, avec par exemple le marin ou pétale, etc., avec les différents numéros qui leur sont attribués. Et puis vous aurez différents petits numéros cachés par-ci par-là. Ici on a un petit nid avec un 59 par exemple dedans, etc. Ils ont aussi dans les updates, notamment celle de la veille je crois, celle de la veille lorsque vous verrez cette vidéo, donc celle d'aujourd'hui en réalité pour moi, publié une image où effectivement il y avait quelques chiffres bien plus difficiles à trouver. Ensuite, passons aux différents niveaux de pledge. Vous avez la boîte de base pour 40$, donc c'est un jeu relativement abordable, d'autant plus qu'il a quand même 30 heures de jeu devant lui. Donc 40$ pour Basic Witch. Ensuite, on a un pledge qui coûte le double, le Devout Witch pour 80$, qui s'accompagne cette fois-ci de ressources ici que vous voyez en bois, ainsi que d'un Journal of Jotting Set qui vous permet d'aller prendre plein de notes sur votre progression dans le jeu. Ensuite, vous avez ici le Coven Cove Compendium qui est en fait un livret de lore qui vient vous décrire, vous présenter un petit peu l'univers de Witchbound. Donc c'est une sorte de artbook qui s'accompagne de textes pour présenter l'univers de Witchbound. On aura aussi le Side Stories Season 1 Pass, puisque oui, apparemment, Witchbound, ce sera un jeu qui pourra se composer de différentes saisons, il y aura du contenu additionnel à l'avenir, et si vous prenez ce pledge-là, vous aurez donc le Season 1 Pass, donc vous aurez accès au contenu de l'ensemble de la saison 1 qui n'est pas encore produit durant cette campagne a priori. Alors que pour le Basic Witch à 40$, a priori, c'est uniquement le jeu de base, mais pas le contenu additionnel de la saison 1 à venir. Ensuite, vous avez le Village Witch à 300$, qui est exactement la même chose que le Devout Witch, mais dans lequel vous pourrez aussi designer un NPC, donc un personnage non joueur, par exemple à votre effigie, par exemple, hein, pourquoi pas, mais c'est plus du mécénat qu'autre chose, ça coûte quand même 300$, soit 220$ de plus, pour simplement avoir un personnage à son effigie, ou à l'effigie d'un ami, d'une épouse, d'un époux, que sais-je, d'un enfant par exemple, auquel vous voudriez faire plaisir. Ensuite, autre pledge mécénat à 600$ pour designer cette fois-ci une étale du marché. Donc c'est un peu le même principe, mais c'est encore plus cher. Voilà, ensuite vous pourrez prendre le compendium ou encore le journal par exemple, ou les ressources en add-on également pour 20, 15 et 5$ supplémentaires. On a déjà quelques petits stretch goals qui ont été débloqués, notamment avec des nouvelles rencontres, avec des nouvelles scènes en extérieur, et puis également un nouveau donjon également, avec certains éléments de ces stretch goals qui seront l'objet de votes apparemment, comme c'est le cas ici, New Location Vote Now Update 7. Donc vous pourrez voter, si vous êtes backer, hein, j'imagine, pour certains choix de nouvelles rencontres, etc. On en arrive finalement aux frais de port, hein, qui se situent un petit peu plus bas, les voici. Si vous prenez la version en anglais, donc la USA version comme c'est présenté ici, et que vous vivez en Europe, ça va être entre 12 et 15$ en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 18 à 21, pour le reste du monde, 34 à 38, c'est quand même assez chéro par contre ici. Pour les autres langues éventuellement, donc si la version française est amenée à être débloquée dans les jours à venir, les semaines à venir, elle s'ajoutera vraisemblablement ici. Pour l'instant, en l'état, par exemple, la Suisse, ce serait 20-24 pour la langue allemande. Ce serait certainement la même chose si c'était en français, par exemple. À voir pour les autres langues, on verra bien. Et ma foi, c'est après tout pour ce qui est de Witchbound. Notez également que la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager, un grand classique ces dernières années. Et puis ma foi, c'est également tout pour le menu crowdfunding de cette semaine. J'espère ne pas avoir dépassé trop l'heure et demie, mais je pense que ce sera quand même un petit peu le cas. On verra bien, ce sera peut-être la première fois cette année. Et puis nous, lundi, on se retrouve avec notre groupe de joueurs pour faire une ou deux vidéos. On espère pouvoir faire une première vidéo à plus de 2 joueurs, hein. Ce sera une première, hein, parce que généralement c'est toujours Xavier et moi. Donc pour éviter que vous vous lassiez de nos sales tronches, on va essayer d'inviter d'autres potes pour voir s'ils acceptent de participer en tant que guest, on va dire, pour nous permettre d'avoir des parties autres qu'à 2 joueurs comme à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, on se retrouve nous mercredi prochain pour le suivi du menu crowdfunding. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.